athées que des États théocratiques, on a chaque fois des services à cause. Les États athées comme l'URSS, eh bien après il y a eu une renaissance de la religion. Et moi quand j'ai fait des cours en URSS, justement dans ce qui n'était plus l'URSS, mais la Russie, un collègue m'a dit les grands-parents étaient communistes, les parents sont mafieux et les fils sont orthodoxes. Et je crois que ça résume assez bien un petit peu, pas évidemment l'évolution de toute la Russie, mais ce qui s'est passé. Inversement, en Espagne franquiste, où le catholicisme a été un dogme d'État, eh bien, quand le franquisme s'est effondré, la religion s'est effondrée en même temps que le franquisme, parce que la religion a aucun intérêt finalement à être étroitement associée à un pouvoir politique, dans la mesure où le pouvoir politique, forcément, il rame parce qu'il rencontre des problèmes difficiles, comme ça a été dit, des problèmes d'emploi, des problèmes d'éducation, des problèmes de pauvreté à résoudre, des problèmes d'égalité, etc. Bon. Et il tâtonne, il réussit ou il réussit pas. Et donc, évidemment, si la religion est entraînée dans une politique précise, eh bien, elle va être dévalorisée, disons, quand cette politique échouera, parce que ça peut toujours arriver, évidemment, qu'elle échoue. Bon. Donc, quand la France a connu cette alternance, disons, entre cléricalisme et anticléricalisme, entre gens qui voulaient instaurer un État où le catholicisme soit vraiment la religion un peu qui s'impose, et puis l'anticléricalisme qui des fois tournait à l'antireligion et qui voulait mélanger, disons, la libre pensée comme option personnelle et puis le pouvoir de l'État. Et la loi de 1905, la loi de séparation des églises et de l'État, a été un compromis historique qui a enlevé toute officialité à l'Église catholique, mais qui a donné beaucoup plus de liberté parce que, en fait, c'était le politique qui contrôlait le religieux au XIXe siècle. Le religieux essayait de faire une mainmise sur l'État, mais il était étroitement en même temps contrôlé par le politique. C'était « je te tiens, tu me tiens par la barbichette », comme le disait une caricature. Bon. Et donc, ce compromis historique a permis de pacifier les esprits et progressivement, si vous voulez, les catholiques sont entrés dans un jeu politique démocratique. Alors, dans ce jeu politique démocratique, il y a eu des partis démocrates chrétiens. Et donc, effectivement, il y a eu des partis qui avaient une référence religieuse pour leur action propre et qui faisaient une action politique au nom de valeurs qui étaient liées à leurs croyances. Mais, je dirais, il y a toujours eu une dissociation entre parti et État. Et le moment, disons, clé, c'est l'alternance. C'est-à-dire qu'un parti a tout à fait le droit de se référer à des valeurs religieuses, à condition qu'il entre bien dans le jeu démocratique, et puis qu'il puisse gagner et perdre des élections. Et que la démocratie reste avec ses problèmes d'alternance ou pas. Et donc, oui, je pense que je vais conclure. Et donc, si vous voulez, sans vouloir calquer une expérience sur une autre, et moi, je vous l'ai dit dès le départ, je parle de ma compétence, donc de l'expérience européenne et nord-américaine, eh bien, je pense qu'il y a intérêt à prendre des comparaisons et à s'informer aussi de ce qui s'est passé au niveau du processus européen, parce que c'est toujours utile, comme d'autres informations peuvent l'être. Alors, je conclus en disant que je pense que ce qui peut unir largement, disons, les gens des deux rives de la Méditerranée aujourd'hui, c'est finalement de lutter contre une société qui détruit le sens par la marchandise, si vous voulez. Par deux choses. D'abord, c'est le règne du quantitatif, des choses n'ont de valeur que si un livre, que si c'est la meilleure vente, un vêtement, que si on le vend à des millions de gens, etc. Ce qui crée un conformisme social, un mimétisme social, et ce qui évacue les convictions, quelles qu'elles soient. Et donc, il devrait y avoir une alliance des gens qui sont pour le droit aux convictions et contre cette société qui évacue le sens. Bon. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je pense que c'est très important que dans un pays laïque, il y ait un dialogue entre ce qu'on pourrait appeler les libres penseurs et les libres croyants,
Et ce dialogue au niveau intellectuel nourrit une culture laïque et laisse ouverte justement la question du sens et donne à chacun des éléments de liberté de choix pour choisir en conscience ce qu'il veut croire. Je vous remercie. Je donne la parole à celui qui sait dire, en le présentant simplement, philosophe et anthropologue. C'est celui qui sait dire, le moins jeune d'entre nous. Philosophe et anthropologue, mais surtout écrivain, également traducteur et journaliste, Youssef est un intellectuel qui a plusieurs cordes à son arc, spécialiste de la Grèce antique et de l'anthropologie du Coran. Que de beaux titres. Nous n'avons jamais lu le Coran. Qui sont les barbares et l'arrivant du soir, tous aux éditions Aubier. C'est Youssef, en espérant que vous respectiez également le temps qui vous est imparti. Merci beaucoup. Inch'Allah. Moi, je suis depuis la révolution en Tunisie, sur cette question très précise qui fait partie de ma spécialité, extrêmement gêné dans mes encolures. Parce que les islamistes ne m'aiment pas du tout, parce que de temps en temps, je prends une bière. Et les hommes de gauche, mes amis, mon terreau de pensée, commencent à douter profondément de moi. Il y en a même qui ont écrit que j'étais devenu islamiste. Donc, ma position est extrêmement difficile sur ce plateau-là et devant ces gens-là. Mais il faut bien que je continue à me défendre, et je me défends aujourd'hui, pas du tout en sortant du sujet, au contraire, j'y suis là-dedans, en vous racontant comment j'ai connu Tariq Ramadan. Deux petites anecdotes, peut-être s'il me reste 30 secondes, je dirai une idée sur la feuille qu'a présentée Hamad Irdissi, mon ami. La première anecdote, c'est comment j'ai rencontré pour la première fois Tariq Ramadan. C'était des amis qui allaient faire une confrontation avec lui, une munadara, pour reprendre le mot très beau utilisé par Hamadi, sous la houlette ou sous la modération ou sous la présentation de Régis Debray. Et mes deux amis, je peux les dire parce qu'ils sont très connus, Mahmoud Hussein, de leur pseudonyme commun, comptaient vraiment que je sois de leur galerie. C'est-à-dire que si je lève le doigt pour intervenir, c'est pour les défendre. Et j'ai levé le doigt, et c'était pour les attaquer, pour dire que Tariq Ramadan avait raison. Parce que c'est sur un point très précis, ils ont fait l'éloge de Descartes, et moi, je ne suis pas cartésien. Je peux être kantien ou hegelien, mais pas du tout cartésien. Et je l'ai dit. Ils étaient absolument abasourdis. Parce qu'il y avait à l'époque toute la fine fleur des intellectuels français, les Lacouture, les Jean Daniel, et j'en passe. Ils comptaient sur moi, et je les ai, parce que j'étais dans le domaine de la pensée, je les ai un peu trahis. Et il faut trahir quand on pense, de temps en temps. Même trahir ses amis, trahir ses affections, trahir ses passions. Et je n'hésite pas à le faire. La deuxième est beaucoup plus importante. J'étais chez moi, Leïla Shahid de Bruxelles m'interpelle au téléphone, et elle me dit il y a une catastrophe à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, qui fait grève parce que on n'a pas cessé d'appeler les adversaires de Tariq Ramadan qui l'insultent sans qu'il soit présent. Il était interdit de séjour ou de communication dans cette université très prestigieuse. Et elle me disait, est-ce que tu peux être au milieu d'un Melek Chebel et d'un Tariq Ramadan? J'ai accepté. Et au cours de la discussion, qui réunissait quelques 1500 présents, c'était un immense amphithéâtre, j'ai compris pourquoi je me trouve sur cette question de la laïcité et de l'islamisme extrêmement à l'étroit. Parce que j'ai constaté que d'aucuns intellectuels arabes, tunisiens ou algériens, ou du moins musulmans, vous allez certainement faire le rapprochement avec d'autres, veulent survoler la question de l'islam.
l'a survolée sans la traverser. Je vais vous dire comment on a essayé de la traverser, ça n'a pas marché ou ça s'est arrêté. On a failli la traverser comme penseur, du temps de Ali Abdelrazak, du temps de Taha Hussein, et à un certain moment, de temps de Tahar Haddad, bien sûr, même de Tha'albi, que les Français ont emprisonné en 1904 parce qu'il a fait une lecture du Coran, dont on a perdu le texte arabe, pour menace de l'ordre public, tellement elle était progressiste et une lecture absolument moderne. 1904, vous figurez-vous, en 1900. Donc, cette traversée de la question islamique, la gauche, qui est Montero, je le répète, Montero de formation depuis les années 60, où j'ai commencé à étudier à Paris, ne l'a pas fait et ne voulait pas le faire. Elle n'a jamais cessé, quand elle est de Tunisie ou d'Algérie, même quand elle est de confession non musulmane, hein. Je pense à Sophie Bessis, je pense à Camus aussi, sans que ce soit... C'est des gens qui n'ont pas traversé la pensée dont ils sont les autochtones, si je peux m'exprimer ainsi. Moi, en volume, je connais beaucoup mieux Montesquieu que Tawhidi, Rousseau que, disons, Jahth, Platon, que je lis dans le texte, et que j'explique et que j'ai traduit du grec beaucoup mieux que le Farabi. Je ne connais rien de Farabi, vraiment rien. Et je suis devant Cherny ou Abou Yarab Marzouki honteux parce qu'ils connaissent bien ces gens-là, ou Ibn Khaldoun, je ne le connais pas très bien. Mais j'ai toujours considéré que ce volume du savoir était un volume second, même s'il est beaucoup plus grand que ce que je connais modestement de la culture islamique. Donc, cette traversée n'a pas été faite. Donc, on n'a pas le droit, grâce à un survol de ce qu'on appelle la modernité, être dans le camp adverse de ce qui se passe maintenant et de ceux qui sont en train de nous commander aujourd'hui. Moi, j'aurais choisi certainement de ne pas être commandé par la Troïka dont Nahda est le dirigeant. J'aurais préféré, vous le savez très bien, que ce soit autre chose. Je suis du camp de l'opposition aujourd'hui, vous le savez. Mais force est d'avouer que nous avons échoué. Que nous avons échoué parce que la question culturelle, la question de la traversée des textes est une question extrêmement importante et nous ne l'avons pas fait. Et pour cela, je termine avec les anecdotes. Cette anecdote de la deuxième à l'ULB a fini par une scène absolument inimaginable. Je vais vous la raconter aussi et en terminer. Nous étions en train de manger, on cherchait et les organisateurs, c'est même que Tariq Ramadan ne connaît pas ça, les organisateurs me harcelaient pour que je trouve une idée. Comment amener Tariq Ramadan à un point qui est forcément une taverne à Bruxelles. Et on dit que les musulmans ne s'assoient pas à côté des gens qui boivent du vin ou de l'alcool. Et comment faire pour qu'ils mangent halal? Alors j'ai dit, laissez tomber, il mange ce qu'il veut, il y a des légumes, il y a du poisson, et puis s'il ne veut pas boire, c'est son affaire. Et on a mangé, on était attablés. Et bien Tariq Ramadan me servait de la bière, de peur que ma malvoyance ne me fasse un accident fâcheux. Et il a demandé un steak devant moi, ça je suis témoin. Et Malek Chebel lui a posé la question humoristique, est-ce qu'il voile ses filles? Et il a répondu que l'une d'elles se voilait et que l'autre, il n'a pas réussi à la convaincre. Et il lui a rendu la question et Malek Chebel répond, et j'en termine cette fois-ci, et répond, ah, si elle se voile, je les tuerai. Et Tariq Ramadan qui lui dit, mais qui est démocrate? Moi ou toi? Donc pour moi, je n'ai pas d'intervention à faire sur les deux interventions. La troisième était un éclairage de ce que la laïcité, je le remercie, mais c'est une position pour que le débat ne se passe pas comme
je le soupçonne ou je le devine,